En termes de stratégie de remplissage géostatistique, nous avons maintenant parlé des estimations et des simulations. La question qui se pose est donc de savoir comment choisir entre les deux. On peut distinguer des premières différences entre estimation et simulation en termes de paramètres d'entrée. Le crigeage nous demande par exemple un modèle de variogramme, comme la simulation, ainsi que des données. La simulation, en revanche, ne demande pas forcément des données, on parlera alors de simulation non conditionnelle, et demande en plus de l'estimation un modèle de fonction de densité de la variable aléatoire. En termes de ce que produisent les estimations ou les simulations, on a d'une part, dans le cadre de l'estimation, la sortie d'un seul modèle qui est jugé optimal, de variance d'estimation minimale pour le crigeage, ou plusieurs modèles possibles dans le cas de la simulation. Le modèle, dans le cas du crigeage, est lisse, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas la distribution des données, et on a vu au tout début de cette séquence qu'il ne respectait pas non plus le variogramme d'entrée. En revanche, pour la simulation, on va respecter approximativement la distribution d'entrée et le modèle de variabilité spatiale qui est également donné en entrée sous forme d'un modèle mathématique comme le modèle de variogramme. Le dernier critère dont il va surtout être question ici, c'est l'objectif de modélisation. Qu'est-ce qu'on veut faire au modèle? L'estimation se prête bien à des objectifs de visualisation, quand on cherche à faire parler les données, à cartographier pour comprendre ce qu'indiquent les données. Et l'estimation se prête également à des calculs linéaires, quand on va, par exemple, faire des combinaisons linéaires des valeurs simulées sur l'ensemble du domaine. La simulation va mieux se prêter à des problématiques d'évaluation d'incertitude et des calculs non linéaires sur les résultats du modèle, comme tout un ensemble de calculs physiques. Je vais maintenant développer ces différents points, car cette notion de calcul linéaire et non linéaire est fondamentale pour choisir entre crigeage et simulation. En toute première séquence, nous avons vu que le crigeage avait tendance à sous-estimer, par exemple, la superficie d'une topographie ou la longueur d'une ligne par rapport à un modèle de référence. Si nous réalisons une simulation séquentielle gaussienne de cette topographie avec les mêmes données, avec le même modèle de variogramme que pour le crigeage, et avec une distribution des altitudes qui soit appropriée, nous voyons que le biais, l'erreur par rapport au modèle de référence, est fortement réduite. Bien entendu, il ne faut pas regarder qu'une seule simulation, qu'une seule réalisation, il faut regarder plusieurs réalisations. Voici la deuxième réalisation, qui a elle aussi un biais beaucoup plus faible. La troisième réalisation, la quatrième, la cinquième. Et si l'on fait l'histogramme des superficies et des longueurs sur l'ensemble des simulations, on voit qu'on obtient un ensemble de valeurs possibles qui embrasse, qui inclut la valeur réelle, et dans tous les cas. Alors pas forcément au centre de la distribution, mais on voit qu'on a une évaluation d'incertitude sur cette superficie que l'on peut faire à partir des multiples réalisations. On va s'intéresser maintenant à un problème un peu plus géologique et géophysique, qui est celui de la propagation d'ondes dans le sous-sol. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le résultat d'une simulation sur un modèle numérique qui a des valeurs très lisses, d'accord? Donc des valeurs qui sont comparables à ce qu'on obtiendrait par un crigeage. Vous voyez que le champ d'onde est assez régulier, vous avez des réflexions aux endroits où le changement se produit, les changements de lithologie se produisent, mais vous avez un champ d'onde qui est relativement simple. Si vous imaginez maintenant que vous rajoutez du bruit autour de ce modèle moyen avec une approche de simulation, il va y avoir énormément de diffraction, énormément de complexité supplémentaires qui vont se développer sur ce champ d'onde, et donc il y aura sans doute un impact fort
pas forcément sur les temps de première arrivée d'onde, parce que c'est un peu comme si vous prenez le train, vous accélérez, vous ralentissez, vous accélérez, vous ralentissez. La vitesse moyenne gouverne le temps d'arrivée. Par contre, en termes de forme d'onde, l'ajout d'hétérogénéité qui sera possible si vous faites des simulations du milieu sera sans doute extrêmement différent. Quand on s'intéresse à ce qui se passe en termes de processus couplés dans le sous-sol, je parlais de la géothermie dans la diapo précédente, on peut également essayer de prendre en compte les hétérogénéités via de la modélisation numérique, et on se rend compte que sur cet exemple, le taux de captation de chaleur par un système de production d'énergie géothermique est très optimiste si l'on considère que le milieu est homogène. C'est la courbe en pointillé qui s'affiche à droite de l'écran, en pointillé rouge. En revanche, si on modélise le milieu par des simulations séquentielles gaussiennes, on obtient tout un ensemble de courbes dont on peut calculer la moyenne. Ça correspond aux faisceaux bleus et aux barres d'erreur, qui malheureusement sont moins optimistes que le modèle homogène, mais sont aussi beaucoup plus réalistes et, on l'espère, beaucoup plus proches de la réalité et de ce qu'on peut espérer donc récupérer en termes de chaleur dans ce réservoir souterrain. Comment obtient-on ce genre de résultat? Pour cela, on va regarder un exemple qui est tiré du matériel de cours de Denis Marcotte dont je vous ai parlé au tout premier cours, qui s'intéresse à la définition de périmètre de protection sur un puits hydrogéologique. Donc on a des données qui sont des charges hydrauliques dans des piézomètres d'observation qui ne sont pas figurées ici. On a des conditions limites qui sont figurées par les flèches en termes de débits latéraux, débit du puits de pompage et sans doute la recharge de l'aquifère qui peut aussi se faire par le haut. Et donc on a peut-être une usine qui est matérialisée par le carré avec l'arbre mort et le poisson mort là, qui nous indique qu'on a potentiellement une source de polluants à proximité de ce captage, et la question est de savoir si cette source de polluants risque d'atteindre le captage. Donc pour ça, la démarche classique, c'est de réaliser plusieurs modèles de transmissivité, donc de calculer plusieurs réalisations par simulation géostatistique. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir, pour chacune de ces réalisations, faire une simulation d'écoulement, CF, les cours de M. Golfier, Buès, Pamphilov, etc. Sélectionner des réalisations, donc les résultats de simulation qui respectent les charges, c'est-à-dire les hauteurs d'eau observées dans les piézomètres, et à partir de là, sur cet ensemble de réalisations qui sont cohérentes avec toutes les observations, on va pouvoir calculer les aires de captage ou de drainage qui sont figurées par tous les polygones, enfin tous les polygones affichés sur l'image ici, et établir ainsi des probabilités qu'une source potentielle de polluants soit captée et atteigne le puits de production. Et on peut avoir ainsi une démarche probabiliste pour répondre à notre question d'étude de risque. On a vu dans les diapos précédentes que la simulation servait dans énormément de cas d'études de subsurface. Alors on peut se poser la question de finalement dans quel cas utiliser le crigeage. Un premier élément de réponse, c'est que d'une part, le crigeage est un moyen d'évaluer la fonction de probabilité conditionnelle pendant la simulation. Donc le crigeage est utilisé en sous-main dans un processus de simulation. Donc ça motive quand même tout le travail qu'on a déjà fait sur le crigeage. Mais il y a d'autres cas où on peut directement utiliser le crigeage, en particulier quand on cherche à calculer sur le modèle une fonction qui dépend linéairement des valeurs dans ce modèle. Par exemple, quand on cherche à estimer la quantité de métal, quand on cherche à calculer la moyenne sur le domaine, ou etc., ou calculer un volume total, un poids total, on va faire une combinaison linéaire qui ressemble à l'équation qui s'affiche ici, avec des coefficients BI qui sont connus. Et donc ça, c'est une fonction qui dépend linéairement des valeurs ZI. Et donc dans ce cas-là, on peut utiliser le crigeage. Alors attention quand même, parce que si les BI ne sont pas connus, donc par exemple si les BI dépendent des variables Z, typiquement quand on a des effets de seuil, quand on s'intéresse à des quantités de métaux au-dessus d'une teneur de coupure, quand on s'intéresse
on voit l'exemple sur les élections, par exemple, aux États-Unis en ce moment, quand on s'intéresse au candidat qui va gagner dans un État, il emporte l'ensemble de l'État, l'ensemble des grands électeurs de l'État. Donc ces effets de seuil introduisent des non-linéarités qui peuvent changer considérablement la donne, et donc dans ces cas-là, la fonction f de m n'est plus linéaire, elle devient non linéaire. D'accord? Donc, quand cette fonction est linéaire, je reviens à mon problème, à ce moment-là, on peut, par exemple, calculer la somme des valeurs. Donc si je reviens à l'exemple du nuage et que je prends la somme des valeurs d'intensité lumineuse sur l'ensemble du domaine, j'ai 22 millions sur l'image de référence, j'ai 21,4 millions dans le cas du criblage simple, donc il y a une certaine correction des biais liés à la répartition préférentielle des données. Et si je réalise 20 réalisations de simulation séquentielle gaussienne, j'ai des valeurs qui oscillent entre 21,9 et 22,1 millions en fait, il n'y a pas vraiment d'unité, hein, d'intensité lumineuse totale sur ces réalisations. Comme le processus est linéaire, je peux directement faire le calcul de la moyenne des ensembles des réalisations en calculant pour chaque pixel la moyenne, et vous voyez qu'à ce moment-là, j'ai un autre moyen de faire une estimation. Asymptotiquement, on est censé converger dans ces cas-là vers le criblage, si tant est que tous les paramètres de simulation sont identiques et que la moyenne de la distribution marginale est égale à la moyenne utilisée dans le cas du criblage simple. Donc la moyenne d'une moyenne ou la moyenne d'une somme, c'est la somme des moyennes. C'est uniquement grâce à ça qu'on peut faire cette démarche. Il faut quand même faire attention parce que les valeurs numériques qui sont obtenues sur cet exemple dépendent évidemment des paramètres utilisés, donc le choix de la valeur moyenne du criblage simple et le choix de la loi marginale et du modèle de variogramme pour la simulation séquentielle gaussienne. Donc il est impératif, quand on fait une étude géostatistique, de bien expliciter les choix de ces paramètres, car ils ont un gros impact sur les résultats, en particulier sur la simulation séquentielle gaussienne. Le choix de la distribution de la fonction de répartition des données qui est utilisée, ou de l'histogramme que vous allez utiliser, va avoir un énorme impact sur la somme des valeurs simulées. Et donc c'est vraiment important d'être conscient de ce choix-là, même si certains logiciels vous cachent ces paramètres dans l'interface. En résumé, on peut se souvenir que le criblage est utile pour visualiser le domaine, pour faire des calculs qui sont des fonctions linéaires des valeurs du modèle, et également, rappelez-vous que le criblage intervient pour prendre en compte les données lors de simulations conditionnelles, en tout cas dans le cadre de la SGS. La simulation, en revanche, s'impose dans tous les cas où la fonction que l'on cherche à appliquer au modèle n'est pas une fonction linéaire du modèle. En d'autres termes, la moyenne de la fonction n'est pas égale à la fonction de la moyenne. La moyenne du modèle, c'est le criblage, la moyenne conditionnelle, c'est le criblage, et ce n'est pas la même chose forcément si la fonction est non linéaire que la moyenne sur l'ensemble des fonctions appliquées aux différentes réalisations ou aux différents modèles possibles. Comme nous n'avons pour l'instant parlé que de simulation de données continues, nous nous intéresserons dans la prochaine séquence à la simulation de variables catégorielles.